Rassurez-vous, chers participantes et chers participantes, ce n'est pas Anas Aremeya Anas, le grand journaliste d'investigation ghanéen, le héros masqué qui se couvre toujours le visage pour des raisons de sécurité. Alors, pour commencer cette formation, je le rends hommage en portant ce masque qu'il a toujours gardé avec lui et qui permet de le maintenir en sécurité puisque il se couvre toujours le visage. Mais bon, je ne suis pas naze, je vais donc l'enlever et nous allons commencer. Le journalisme d'investigation, c'est quoi le journalisme d'investigation? Et comment devient-on journaliste d'investigation? Quand ils entendent un journalisme d'investigation, beaucoup de journalistes continuent de se poser la question comment y parvenir, par où commencer, où trouver les idées d'enquête. Mais pourtant, les idées sur lesquelles ils peuvent travailler et avoir de l'impact au sein de leur communauté sont là autour d'eux. Il suffit simplement de savoir les dénicher, de savoir les identifier, avoir un œil qui cherche des détails qui échappent aux autres et parfois passer plusieurs heures, voire des mois ou des années à mener une enquête. Oui, parce que le journalisme dit d'investigation est un type de journalisme qui exige d'immenses précautions. Il commande de la rigueur, il requiert des compétences, il fait appel à des aptitudes permettant de mener un examen approfondi des documents. C'est une forme journalistique qui a un grand impact sur le discours public. Il a aussi l'avantage de permettre aux journalistes d'être reconnus au-delà des frontières nationales et d'être primés pour leur travail. Mais la question revient, comment devient-on journaliste d'investigation et où trouver les idées d'enquête? C'est l'objet de cette formation qui sera animée par Maxime Domenier. Durant ces 10 dernières années, Maxime Domenier a reçu plusieurs distinctions et récompenses pour son travail. Il a été rédacteur en chef du journal togolais d'investigation L'Alternative, planning producer pour BBC Africa, responsable de la version francophone du site This is Africa et collaborateur de la Fondation Hirondelle basée en Suisse. Actuellement, il est le responsable Afrique francophone du réseau international de journalisme d'investigation, le Global Investigative Journalism Network. Et il nous fait l'honneur que vous pouvez creuser dès l'issue, dès la fin de cette formation. Merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Kossi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me recevez. Oui, je vais très, très bien, cher confrère Maxime. Okay. À vous les participants et les participantes à cette formation, je souhaite bonjour et bienvenue. Et je souhaite aussi rappeler que cette formation vous est offerte par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. C'est un forum du Centre international pour les journalistes, ici FJ, qui est basé à Washington. Nous l'avons lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNet. C'est un forum qui existe en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et nous offrons de l'aide, des opportunités, des concours, de l'aide, des opportunités, des formations gratuites aux journalistes. Et nous offrons aussi aux journalistes tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Nous avons plus de 10 000 journalistes dans nos forums et plus de 2 500 dans le forum francophone. Chaque semaine, comme vous le voyez, nous organisons des ateliers en ligne, des formations, des webinaires pour les journalistes. Le forum est un excellent espace de travail pour être en contact avec les confrères, les consoeurs du monde francophone et collaborer avec eux. Alors, si vous êtes journaliste et si vous souhaitez adhérer à notre vaste réseau et bénéficier de nos offres, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Le lien, je le mettrai tout de suite dans la boîte de discussion. Je vous souhaite une belle formation. Monsieur Martin, les confrères et les conseillers sont impatients de t'écouter. Alors, c'est à toi. Merci beaucoup. Je suis aussi impatient d'échanger avec eux. Vous savez, chaque fois que j'ai l'occasion de parler de journalisme d'investigation, je le fais avec grand plaisir, avec beaucoup de passion. Donc, j'espère que je vais pouvoir, tout au moins, vous communiquer cette passion aussi pour ceux qui hésitaient encore et aussi échanger quelques expériences avec vous. Je serai très intéressé de pouvoir échanger avec vous. Après ma présentation, j'ai prévu quelques slides que je vais essayer de dérouler rapidement. Ensuite, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu sur vos appréhensions, vos questions, vos expériences aussi. Et voilà. Et donc, bon, on a
beaucoup de personnes le connaissent, mais je ne sais pas si vous savez en fait qui est ce monsieur, parce qu'ici, bon, aussi, il vient de le présenter, c'est Anas, justement, méga star du journal d'investigation en Afrique, qui a fait beaucoup de choses dans son pays, le Ghana, à l'origine de beaucoup de changements, à l'origine même des lois, elle a arraché des gens de la peine de mort, enquêté au Ghana, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays, au-delà du continent. L'une de ces dernières investigations, c'est autour de la corruption dans le sport, et donc qui a eu un impact, méga impact comme toujours, sur en fait la corruption de l'arbitrage dans le sport en Afrique. Donc j'ai voulu juste mettre son image ici pour qu'on puisse planter un peu le décor. Alors, comment devient-on journaliste d'investigation? C'est le thème de notre formation aujourd'hui. Déjà, si vous ne nous suivez pas, moi je me présente, comme il a dit, aussi je suis responsable de cette organisation qu'on appelle Global Investigative Journalism Network. C'est le réseau international de journalistes d'investigation. Nous faisons la promotion du journal d'investigation à travers le monde. Et donc moi je chapeaute en fait le chapitre Afrique francophone de ce réseau. Afrique francophone, donc les 25 pays d'Afrique francophone du Sénégal jusqu'à l'île Maurice. Et donc, vous pouvez nous suivre ici sur Twitter, GIGN Afrique, ici sur Facebook, GIGN Afrique Global Investigative Network. Et nous relayons régulièrement, en tout cas, tout ce qui concerne le journal d'investigation, des opportunités, mais aussi des techniques, des retours d'expérience d'autres journalistes, ainsi de suite. Le journalisme d'investigation en soi, mais aussi les formats de publication, en fait, de journalisme, la mise en place d'organisations de journalisme d'investigation, de médias indépendants qui font du journalisme d'investigation. Donc, je vous invite à nous suivre sur ces réseaux. Alors, pour tout commencer, je pense que j'ai pensé qu'il est important de commencer par ce que nous entendons, en fait, par le journalisme d'investigation. Il y a beaucoup de conceptions, de définitions, mais nous, au niveau de la plateforme mondiale, du réseau international du journal d'investigation, nous avons essayé de faire une sorte de synthèse, en fait, des définitions du journal d'investigation. Déjà, celle-ci, c'est issu d'un manuel de l'UNESCO qui dit que le journal d'investigation implique d'exposer au public des affaires dissimulées de manière délibérée. Quelqu'un qui cache quelque chose au public, à la population, dans une position de pouvoir, pas quelqu'un qui est dans une position de pouvoir, un président, un ministre, un préfet, un maire, un député, voilà, ou d'exposer au public des affaires cachées accidentellement. Il se pourrait que les affaires soient cachées accidentellement. C'est pas l'intention, au départ n'est pas de cacher, mais voilà, ça a été noyé dans une masse de faits. Et pourtant, ça peut être des informations, des détails importants à connaître par le public. Et donc, il revient au journal d'investigation de révéler ces informations. Et donc, pour permettre à l'audience, à l'opinion, d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Et donc, il nécessite d'utiliser des sources, des documents confidentiels au public. Alors, nous avons essayé, comme je le disais, au niveau de GIGN, de faire une synthèse, en fait, et voici ce que nous avons trouvé. C'est-à-dire que, quelles que soient les conceptions des uns et des autres, ils vont trouver que le journal d'investigation, en tout cas, la façon dont on le conçoit, nous, il faut que cela implique des enquêtes systématiques en profondeur et des enquêtes originales. C'est-à-dire que quand je dis enquête systématique, ou bien quand on dit enquête systématique, on parle d'enquête de façon déterminée. C'est-à-dire que vous menez des enquêtes de façon déterminée, mais en profondeur. Vous allez en profondeur des choses et vous faites un travail original. Vous ressortez des choses que d'autres n'ont pas encore révélées. Et donc, ça traque minutieusement des fonds publics dérobés, des abus de pouvoir, la dégradation de l'environnement, des scandales de santé publique, etc. etc. Donc, l'investigation, on peut la faire sur des myriades de thématiques. Alors, ça demande une méthodologie précautionneuse et donc qui s'appuie sur des sources primaires. Des sources primaires, on parle de sources primaires quand on parle de gens qui ont été directement, qui ont vu d'eux-mêmes, qui ont été directement en contact avec l'information que vous cherchez. C'est-à-dire, il y a un accident qui s'est produit dans une localité, il y a quelqu'un qui était témoin, qui a vu. Et donc, lui, c'est une source primaire. Maintenant, il en a parlé à son frère
son frère n'est pas une source primaire. Maintenant, si vous allez parler, par exemple, au frère de celui qui a vu, là, vous vous éloignez davantage de l'origine de l'information et il y a plus de risques que vous vous trompiez. En tout cas, il y a plus de risques que l'information qu'on vous rapporte ne soit pas, ou bien comporte des détails qui ne sont pas vérifiés. Et donc, un journal d'investigation privilégie les sources primaires dans la mesure du possible. Et donc, on émet des hypothèses comme les scientifiques le font. Vous avez fait ce qu'on appelle une pré-enquête et vous avez des soupçons que telle personne aurait détourné de l'argent ou telle personne a eu tel marché parce qu'il est cousin de tel. Et donc, vous avez des soupçons, vous émettez des hypothèses et vous creusez pour pouvoir vérifier ces hypothèses. Et donc, voilà, vous avez vu, j'ai mis que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou deux forcément. Donc, ça demande du temps. Alors, on a dit un peu ce qu'est le journal d'investigation. Qu'est-ce que le journal d'investigation n'est pas? Bien souvent, il y a des gens qui balancent des documents confidentiels à des journalistes qui les relaient comme ça. Alors, nous, au niveau des GIGN, on ne considère pas cela, on ne considère pas cela comme étant du journal d'investigation. C'est ce que certains désignent par le journal de filtration. Et donc, vous balancez des documents que quelqu'un vous envoie pour vous venger d'un adversaire politique ou pour nuire à l'entreprise de quelqu'un ou à la réputation de quelqu'un. Le journal d'investigation commence à partir du moment où, une fois que vous avez reçu ces informations, vous-même, vous partez à la vérification de ces informations, vous faites vos propres enquêtes et vous ressortez avec, vous confirmez en tout cas ce que la personne vous a dit, ou vous ressortez avec de nouvelles informations. Donc, c'est là le journal d'investigation. Et donc, vous avez certainement été au courant de toutes les grandes révélations qu'il y a eu ces dernières années, Panama Papers, Pandora Papers, mais avant, il y a eu d'autres. Africa Leaks en Afrique, par exemple. Tout ça sont des productions du journal d'investigation parce qu'après avoir obtenu des fuites de documents, les journalistes ne sont pas contentés de les balancer, mais ils ont fait un travail d'enquête et qui a consisté à vérifier des choses. Et donc, parfois, ce travail d'enquête prend même plus de temps que voilà, l'information que vous avez obtenue initialement. Personnellement, j'ai déjà eu à travailler, à mener une enquête. Et le document le plus précieux que j'ai obtenu dans le cadre de cette enquête, ce n'est pas ce qui est issu de la fuite de données, c'est dans le cadre de Panama Papers, mais c'est un document que j'ai eu en faisant mes propres enquêtes sur le terrain. Et c'est ça qui a été le document le plus important dans mon histoire. Pour vous dire que les fuites peuvent vous mettre sur des pistes, mais ça ne constitue pas, le fait de les balancer comme ça ne constitue pas de journalisme d'investigation. Donc, ce n'est pas parce que vous faites un journalisme qui critique comme ça que vous faites forcément du journalisme d'investigation, parce que parfois, certains pensent qu'il suffit de critiquer le gouvernement pour se faire appeler journalisme d'investigation. Voilà, maintenant, parlons de, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que c'est le journal d'investigation, ce monsieur, il s'appelle David Kaplan, il est le directeur de notre réseau, du GIGN, le Global Investigative Journalism Network, qui est basé aux États-Unis. Il a fait une série de vidéos. Les liens sont ici en bas. J'espère que vous aurez... En tout cas, je vais partager le PowerPoint avec aussi, qui va sûrement les partager avec vous. Et il y a un lien dessus. En tout cas, si vous allez sur notre compte YouTube, vous allez voir GIGN en français et vous cherchez définition du journal d'investigation. Vous allez voir cette personne, il a fait une série de vidéos dans lesquelles il est revenu en fait sur différentes définitions en fait du journal d'investigation, ce qu'on n'attend pas du journal d'investigation, qu'est-ce que cela suppose et qu'est-ce que cela ne suppose pas. Alors, maintenant, on va un peu aller au fond des choses, devenir journaliste d'investigation. Moi, j'ai mis ici aujourd'hui ou plus que jamais. Bon, désolé, j'ai mis des captures ici en anglais, mais je vais rapidement vous les traduire. Il y a une semaine, jour pour jour, il y a une collègue qui a publié sur notre site internet, gign.org, cet article qui veut dire tracer son chemin, des astuces pour des prétendants journalistes d'investigation. Et cette collègue, elle a commencé par cette phrase que j'ai trouvée merveilleuse. Elle a dit, il n'a jamais été facile de trouver du travail en tant que journaliste d'investigation. Même si aujourd'hui les temps sont durs, même si à travers l'industrie, c'est-à-dire le secteur du journalisme en général,
les emplois sont supprimés et que les médias voilà, qui fonctionnent sur la base de rentes de publicité abondantes, que ces médias sont de plus en plus rares, difficiles à tenir. Aujourd'hui, néanmoins, il y a encore de la place pour pouvoir mener ce qu'on appelle du watchdog reporting, c'est faire du travail du journalisme qui demande des comptes en fait aux puissants. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est plus facile, en tout cas, il y a plus de territoire, il y a plus de moyens, de possibilités en fait de devenir journaliste d'investigation. Je voulais partager déjà cette information avec vous. Alors, maintenant, comment on devient journaliste d'investigation? J'ai envie de répondre par une phrase, comme on dit, comment on devient forgeron, c'est ça? On devient forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Et donc, c'est en faisant maintenant des investigations qu'on devient journaliste d'investigation, tout simplement. Maintenant, je sais qu'il y a des formations dans des écoles, dans certaines écoles, de journalisme d'investigation. Et donc, c'est bien déjà d'avoir ces genres d'opportunités. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous avez l'opportunité, en tout cas, de suivre ces formations dans des écoles, n'hésitez pas, c'est important. Mais ce n'est pas forcément en ayant un diplôme qu'on est bon journaliste d'investigation. J'ai mis ici l'exemple de Fabrice Arfi qui m'impressionne parce que je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Arfi, c'est l'un des responsables de pôle enquête du média qu'on appelle Mediapart. Mediapart qui est, je veux dire, le média d'investigation le plus connu en France, qui est créé, le média d'investigation indépendant, qui est créé depuis quelques années, qui d'ailleurs, je pense, célèbre ses 12 ans, ou 12 ou 7 ans, en fait. En tout cas, qui célèbre son anniversaire cette semaine. Et donc, Fabrice Arfi, il est l'un des responsables du pôle enquête, et il a été à l'origine de beaucoup de révélations. Par exemple, l'affaire de corruption en Libye, qui implique l'ancien président Sarkozy, tout ça. Il est à l'origine de beaucoup de révélations comme ça. Et j'ai suivi une de ses vidéos dans laquelle il parlait de son parcours. Il disait que lui, il n'a pas fait d'études. Entendez, il n'a pas fait d'études supérieures et il n'a eu que le bac. Et ça ne l'a pas empêché, en fait, de devenir un des meilleurs journalistes d'investigation de la France. Donc, c'est pour vous dire, on peut ne pas avoir de diplôme supérieur, on peut ne pas avoir fait d'école de journalisme, on peut ne pas avoir fait une formation de journalisme dans une école, mais devenir un excellent journaliste d'investigation. Il y a forcément quelque chose dont vous avez besoin, c'est ça ici, c'est la passion. C'est la passion. C'est-à-dire que le journalisme d'investigation est tel que sans passion, vous ne le faites pas. Il faut que vous soyez passionné par la chose. C'est ça qui va vous pousser à aller chercher les moyens. C'est ça qui va vous pousser à vous interroger sur les choses. C'est ça qui va vous pousser à ne pas abandonner au premier non, parce que vous allez essuyer des noms, vous allez essuyer des échecs, vous allez essuyer des rétractations de sources, des personnes qui ont des informations précieuses, mais qui refusent de vous parler, qui ont des documents précieux, mais qui refusent de vous les remettre. Et donc, vous allez essuyer toutes ces choses, mais si vous avez la passion de la chose, tout ça ne vous arrêtera pas. Alors, par où commencer? Par où on commence le journalisme d'investigation? Ça, vous voyez, ça c'est le titre d'une interview que j'ai faite avec une organisation qu'on appelle ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists. C'est l'organisation qui est derrière les Panama Papers, les Pandora Papers récemment, mais aussi les Swiss Leaks, West Africa Leaks, en tout cas, toutes les grandes, en tout cas, beaucoup des grandes révélations de ces dernières années ont été portées par cette organisation. Et dans une des interviews que j'ai faites avec qui ont été reprises sur leur site internet. Donc, je disais que le journal d'investigation, l'une des qualités du journalisme d'investigation, c'est de douter. De douter et de douter encore. Doubt, doubt, doubt. Donc, il faut douter, il faut se poser des questions, il faut interroger tout dans l'espace public. Et ça commence par ça, les idées d'investigation. Tu regardes le journal le soir à 20h et on dit... voilà, le gouvernement, je ne sais pas quoi, a apporté de l'eau à 5 millions de personnes. Voilà.
allez, beaucoup de personnes vont dire, ah oui, bravo, le gouvernement a fait du bon boulot. Mais moi, par exemple, quand j'écoute des choses comme ça, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est vrai, allez, je doute quand même un peu. Je voudrais aller vérifier de moi-même. En fait. Ça commence par ça. Et on a donné un marché à quelqu'un où telle personne a été nommée pour être pour occuper tel poste, pourquoi c'est lui, voilà. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est des questions qui viennent comme ça si vous voulez en tout cas avoir l'âme du journal d'investigation, c'est des questions qui doivent venir. Pourquoi ça? Pourquoi on le fait comme ça? Pourquoi cette personne? Pourquoi on le fait ainsi? Et pourquoi maintenant? Et donc, avoir cet état d'esprit de douter, de questionner tout. Et moi, je pense que si ce soir, par exemple, à 20h, vous allumez votre chaîne publique ou aujourd'hui, vous prenez des journaux, bon, je parle de chaînes publiques, je parle des médias publics parce que c'est des médias qui sont subventionnés qui fonctionnent sur la base des ressources publiques et donc qui reprennent abondamment les discours des autorités publiques. Et donc, si vous écoutez ce soir le journal de 20h chez vous, vous prenez le journal, le quotidien national chez vous, et vous lisez les articles, vous écoutez les reportages, et vous vous mettez à questionner, à poser ces questions, pourquoi ça, pourquoi lui, pourquoi ainsi, vous allez trouver des myriades, ne serait-ce que ce soir, dans le journal de 20h, ou bien dans le quotidien national, vous allez trouver des milliards de débats. Pourquoi lui, pourquoi ça, pourquoi ainsi, pourquoi comme ci, pourquoi maintenant, vous posez ce genre de questions. Ça va vous pousser à aller creuser derrière toutes ces déclarations. Pas seulement à faire du fact-checking pour voir si les chiffres que la personne évoque, ces chiffres sont vrais, mais aller au-delà de ces chiffres pour voir quelle est la réalité de ça. Donc, ça commence par ça. Je pense, beaucoup pensent que le journal d'investigation, c'est forcément quand vous avez des leaks, ce qu'on appelle des leaks, des fuites de données. Une banque vous envoie, ou bien quelqu'un vous envoie des fuites de données d'une banque et après vous creusez, vous balancez. C'est important de faire ce genre de choses, mais ça, par exemple, obtenir des fuites de données, c'est des choses qui vont vous arriver peut-être une fois dans l'année, une fois dans je sais pas, en 10 ans, ou peut-être même une fois dans toute votre carrière. Vous voyez un peu, c'est des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Mais des choses que vous pourrez faire au quotidien, l'idée, c'est par exemple d'écouter les discours publics et de commencer par poser des questions. Vous allez trouver plein d'idées sur lesquelles qui vont vous demander d'aller creuser et de voir la vérité. Alors, donc après, quand vous aurez émis les doutes, maintenant vient le moment des recherches. Aujourd'hui, nous, à notre temps, nous sommes très gâtés d'avoir aujourd'hui des outils comme Google, des outils comme les réseaux sociaux. Imaginez qu'avant ça, c'était compliqué, par exemple, de chercher des informations sur des gens, des entreprises, des connexions entre les gens. Mais aujourd'hui, avec des outils comme Google ou bien les autres plateformes de recherche ou les réseaux sociaux, vous avez des tonnes d'informations qui sont disponibles et qui sont malheureusement très peu exploitées par des journalistes. Et parlant de Google, par exemple, moi j'estime que tout journaliste, pas forcément besoin de vouloir faire des investigations profondes, mais tout journaliste a besoin de maîtriser comment on fait des recherches avancées sur les outils de recherche comme Google, par exemple. Comment on fait des recherches avancées, comment on cherche le nom, comment on peut chercher le nom de quelqu'un en rapport avec tel sujet, comment on peut chercher le nom de quelqu'un en rapport avec tel sujet. Donc, ce qu'on appelle les opérateurs booléens de Google. Moi, je vous invite en tout cas à aller maîtriser ça. Si vous êtes journaliste aujourd'hui et que vous ne savez pas faire des recherches avancées sur Google, s'il vous plaît, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite, je vous en prie, c'est important. Je pense que c'est un must pour tous les journalistes. Et maintenant, si vous le maîtrisez, vous allez voir comment votre vie sera agréable. Vous allez voir comment ce sera très facile pour vous de savoir pourquoi telle personne a obtenu le marché. Vous allez découvrir que, bon, peut-être qu'il a obtenu le marché parce qu'il est parenté à telle personne, parce que c'est le beau-frère du ministre, parce que c'est, je ne sais pas, le beau-frère du président, ou bien telle personne qui a obtenu ce marché, en fait, il avait déjà obtenu un marché dans le passé et qui n'a pas conduit à bout, par exemple, ou bien telle personne qui est venue dans votre pays, qu'on présente comme un expert, tout ça, et que cette personne a des casseroles, en fait, qu'il est impliqué dans des crimes, qu'il a été condamné même
pour des crimes dans son pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ce sera très facile. Et donc, je vous encourage à maîtriser, à aller apprendre à maîtriser ces choses. Vous allez trouver abondamment d'articles sur ça en ligne et bien sûr sur notre site internet gijn.org. Je vais mettre le lien un peu à la fin de cette formation. Et donc, comme j'ai dit, après avoir émis les doutes, il faut maintenant faire des recherches. Et voilà, depuis votre chambre, depuis là où vous êtes, depuis votre portable, vous pouvez mener des recherches avancées et avoir plus d'informations sur des personnes, sur des entreprises, sur des institutions. Et maintenant, après, vous cherchez des sources primaires. Une fois que vous aurez fait ces recherches, vous cherchez à écouter des gens, parler avec des gens, des témoins directs, des gens qui sont en contact avec certains dossiers. Vous parlez aux personnes sans attachés de presse. J'aime bien, il y a une formule qui dit que les meilleurs journalistes, c'est des journalistes qui savent parler aux personnes qui n'ont pas d'attachés de presse. C'est des personnes qui sont dans la rue. Malheureusement, dans beaucoup de médias et dans beaucoup de pays, surtout en Afrique francophone, les médias roulaient trop des sources institutionnelles. Et c'est tellement dommage parce que la vérité ne se trouve pas forcément dans la bouche du ministre, dans la bouche du député, dans la bouche du maire, dans la bouche du premier ministre, dans la bouche du président, voyez un peu. Et donc, consacrer beaucoup de temps aux informations de sources officielles, là, c'est vraiment passer à côté de bonnes choses. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, ces institutions, ces entreprises, ces publics, privés, ainsi de suite, ont des chargés de communication, ont des agences de communication qui travaillent pour eux ou pour elles, et ont des gens qui ont des stratégies, parfois même d'intoxication, tu vois, vous voyez. Mais à côté de ces personnes, il y a des gens qui sont dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communautés, qui n'ont pas d'attaché de presse, et donc qui n'ont pas, par exemple, des spécialistes pour aller ameuter les médias pour eux, mais ces personnes, tu sais combien d'informations, combien de précieuses données ces personnes ont avec eux. Et donc, il faut prendre en fait l'habitude d'aller parler à des personnes comme celles-là qui n'ont pas d'attaché de presse et donc qui ont des informations partagées avec vous. Alors, désolé. Voilà. Alors, donc, voilà. Aujourd'hui, en notre temps, il est plus facile de faire du journal d'investigation. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, autant des nouvelles technologies, tout ça, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, par exemple, un gouvernement qui aurait dit, par exemple, un gouvernement camerounais qui aurait dit non, l'exécution des femmes et enfants au nord du pays passer pour considérés comme des agents de Boko Haram, que ce n'est pas au Cameroun. Ça, par exemple, ça aurait pu être considéré comme une vérité il y a 20 ans, 30 ans, parce qu'il n'y a pas de moyen de checker ça. Aujourd'hui, c'est tellement facile de vérifier ça. J'espère que vous imaginez en fait à quoi je fais allusion, cette investigation de BBC Africa Eye sur l'exécution des femmes et de leurs enfants par des militaires camerounais au nord. Cette vidéo avait circulé et le gouvernement camerounais s'est précipité pour dire non. Cette information, en tout cas, cette exécution ne s'est pas déroulée sur notre territoire, mais avec les moyens qui existent aujourd'hui, BBC Africa Eye, qui est en fait la branche d'investigation de la BBC Africa, a réussi à identifier ceux qui ont exécuté cette femme, à identifier exactement l'endroit où l'exécution a eu lieu et à essayer à démontrer que les personnes, en tout cas les treillis, les armes qui ont été utilisées sont bien dans le patrimoine, en tout cas dans le patrimoine de la Mecca. Donc tout ça, c'est des informations qui sont, c'est des possibilités qui existent aujourd'hui. Les avancées technologiques nous permettent aujourd'hui de mener mais vraiment des investigations insoupçonnées, quoi. Là, cette semaine, nous avons repartagé en fait l'histoire d'une investigation menée par l'équipe d'investigation visuelle de New York Times sur l'escadron saoudien qui a exécuté Jamal Khashoggi en Turquie. Et donc, ils ont pu, avec des informations, démontrer qui et comment ils ont atterri en Turquie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des choses époustouflantes qui sont possibles aujourd'hui parce qu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui, en fait. L'empoisonnement de l'opposant russe, par exemple, qui a été enquêté par Bellingcat avec les noms des personnes, quand et où et comment ils se sont déplacés, ainsi de suite.
Ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Par exemple, voilà, comment une ONG française appuie, par exemple, des forces pro-syriennes en Syrie, par exemple, dans la guerre, tout ça. Donc, tout ça, c'est des investigations qui sont possibles aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, les technologies qui existent et qui continuent d'arriver sur le marché permettent de mener des choses tellement importantes, tellement ambitieuses que vous ne pouvez pas soupçonner. Donc, c'est des opportunités qu'il faut saisir. Aujourd'hui, si vous avez une bonne idée d'enquête, il existe heureusement plusieurs médias, plusieurs occasions, plusieurs réseaux qui peuvent financer, qui peuvent vous apporter de l'appui technique et financier pour réaliser vos idées d'investigation. Là, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a le Centre Nobel Zongo du journal d'investigation, c'est Nozo, ici, qui est une plateforme qui est basée à Ouagadougou, qui apporte du financement à des journalistes en Afrique de l'Ouest qui ont des idées d'investigation et qui souhaiteraient les mettre en œuvre. Donc, ils apportent soutien financier, soutien éditorial aussi. Il y a Africa Eye qui cherche constamment des idées d'investigation, les idées les plus ambitieuses. C'est-à-dire que vous avez une idée qui est très ambitieuse et vous pensez qu'aucun média dans votre pays ou en Afrique ne peut réaliser ça, apportez-leur ça. Eux, ils sont prêts à sauter dessus et à vous apporter le moyen de pouvoir réaliser ça. Il y a l'African Investigative Publishing Committee, AIPC, qui est une plateforme aussi qui apporte des moyens pour mener des... Il y a Mongabe, qui est une plateforme qui finance, en fait, qui cherche aussi des idées d'investigation dans le domaine environnemental. Il y a le Centre Pulitzer. Donc, il y a aujourd'hui une myriade, en tout cas, d'organisations qui sont prêtes à apporter un appui à des idées d'investigation innovantes partout dans le monde entier. Et donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, ça représente une opportunité à saisir. Et aussi, il y a des opportunités de collaboration aujourd'hui. Avant, par exemple, c'est difficile. Si vous avez une information, si par exemple, vous investiguez si quelqu'un dans votre pays, j'imagine le Cameroun, et que par exemple, cette investigation doit vous amener au Gabon ou au Congo, à Djibouti, et que voilà, vous n'avez pas les moyens d'y aller, alors votre investigation est compromise. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile de trouver des collaborateurs, des personnes dans d'autres pays pour vous aider à en tout cas conduire votre enquête. Donc, ce sont des opportunités qui existent aujourd'hui et que vous pouvez saisir. Toute chose qui rend encore le journal d'investigation plus réalisable aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Alors, je voudrais quand même revenir sur les formats. En fait, j'ai constaté qu'il y a avant ça, j'ai constaté que il y a beaucoup de personnes qui se contentent en fait des formats classiques. Quand je parle de format, je parle de comment on enveloppe en fait. Quand vous avez mené votre enquête, quand vous avez fait, voilà, vous avez vos informations sous la main. Maintenant, comment vendre ça à votre audience? Est-ce que vous allez en faire une vidéo à diffuser sur une télé, vidéo digitale? Est-ce que ça va être un reportage radio? Est-ce que ça va être un podcast? Est-ce que ça va être une bande dessinée? Autant pour moi, et je suis désolé, c'est une bande dessinée. Et donc, tout ça, c'est des choses, c'est des détails auxquels il faut prêter attention. Il ne suffit pas de revenir et puis de commencer par noircir des pages et des pages avec des tests qui sont illisibles. Je vais, ici par exemple, j'ai mis des tests aussi. À dessein, j'ai mis le test parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rédigent des enquêtes en test, mais ne vous sentez pas obligé de le faire voilà quoi, vous n'êtes pas obligé que votre enquête soit des tests, de longs tests en fait, ringards que personne ne va lire. J'ai mis captivant et agréable à lire ici parce que ce n'est pas parce que c'est de l'investigation, ce n'est pas parce que c'est une enquête qu'il faut que ça ne doit pas être un article captivant, un article agréable à lire en fait. Et en plus, quand il s'agit des investigations, surtout sur des sujets techniques, sur des sujets compliqués, comme par exemple les flux illicites financiers, il faut rendre la chose vraiment agréable à lire. Il faut rendre le test, ou bien en tout cas votre production, que ce soit un test, il faut rendre ça captivant. Il faut que la personne qui lit les premiers, le chapeau, la cloche, que la personne ait envie de lire le reste. Il faut que vous vous débarrassiez des termes compliqués, des jargons compliqués. Il faut que vous y mettiez du style, vous mettiez du temps pour produire quelque chose que la personne
ils valident. Et donc, il faut que ce soit une expérience agréable à la personne qui va découvrir votre investigation. Malheureusement, peu de personnes accordent du crédit, en tout cas passent du temps à mener cette réflexion sur le fondement que je dois donner à mon enquête. C'est aussi important parce que c'est dommage que vous mettiez des semaines, des mois, vous prenez des risques, vous dépensez de l'argent, vous découvrez des choses importantes, mais que personne ne va lire, que personne ne va regarder. Parce que vous n'avez pas pris le temps en amont à réfléchir à comment est-ce que vous allez rendre ça, quel format est plus adapté à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à la télé, à la radio ou aux thèses. Donc, je vous apprends qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a des journalistes qui décident par exemple d'utiliser des bandes dessinées, des reportages photos, des mini-sketchs. En tout cas, il y a des myriades de formats sur lesquels vous pouvez rendre votre investigation et permettre à ce que cela puisse avoir de l'impact sur votre audience. Donc, je tenais à partager ça avec vous, les formats. Cela dit, après les fondements, je voudrais aussi, comme je le disais, aujourd'hui, on a plus d'opportunités de mener des investigations qu'il y a quelques années. Et il y a une forte demande de contenu d'investigation, très forte demande de contenu d'investigation. À tel point qu'au-delà même du journalisme, il y a des organisations, des ONG qui créent des unités d'investigation. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple d'Amnesty qui a mené une enquête sur comment un militant togolais a été ciblé par un logiciel fabriqué en Inde et qui est utilisé pour la première fois, un logiciel espion qui est utilisé pour la première fois en Afrique. Alors, il y a des citoyens qui s'y mettent. Attendez, je vais rapidement partager ça par exemple. Désolé. Ça par exemple, c'est une influenceuse française qui s'appelle Marie, qui avec sa caméra cachée parfois, mène des investigations voilà, à sa manière. Là, par exemple, elle est allée à Dubaï. Et je veux juste... Superficiel. I'm moving to Dubai and I want to buy my first car in cash. On cherche une maison à acheter. Sympa ça. Regarde la délicatesse entre cette couleur bleue et l'intérieur orange. C'est d'un raffinement sans nom. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites exactement? Moi, je suis influenceuse. C'est-à-dire, j'ai fait de la télé-réalité en France. So we're here, we're moving to Dubai. Voilà, donc c'est juste partager un peu avec vous. Voilà, elle est influenceuse, elle est citoyenne. Elle est partie à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes en Europe, beaucoup de jeunes en Europe qui décident d'aller à Dubaï pour aller voilà, vivre le rêve de Dubaï et tout ça, parce que justement, il y a des influenceurs qui sont installés à Dubaï, qui vendent le rêve de Dubaï. Dubaï, voilà, c'est les immeubles, c'est la grande vie, c'est la classe, c'est les grandes marques, ainsi de suite. Elle est partie à Dubaï et elle a révélé en fait l'autre réalité de Dubaï qui ne sont pas montrées par les influenceuses. Et donc, c'est une citoyenne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez ici, sa vidéo qui a été mise en ligne en mars, a été regardée plus d'1 million, presque 2 millions de fois. Pour vous dire combien de fois les contenus de ces gens sont très appréciés, sont également attendus. Ici, par exemple, ici, c'est un groupe. C'est un groupe politique, c'est un groupe d'investigation mis en place par attendez, j'ai l'impression que je vais voir si ah bon la vidéo oui. C'est un groupe d'investigation mis en place par l'opposant russe, l'opposant russe. Le nom m'échappe, mais on va trouver ça tout à l'heure. Voilà, Alexei Navalny, donc qui a mené une investigation sur un palais de Poutine en Russie. Et c'est un groupe, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants politiques, mais qui ont trouvé que c'était moins important en fait de créer des changements dans leur société en Russie. Et regardez leur investigation. Quand ils ont mené cette investigation, toutes les grandes chaînes du monde entier ont repris cette investigation. Il y en a même qui ont
qui ont sous-titré en fait l'investigation dans la langue. Je sais qu'il y a par exemple Mediapart qui a sous-titré ça en français. Toutes les chaînes ont repris cette investigation. Et je vais vous montrer, imaginez, bon, avant que je vous montre, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de fois, imaginez combien de fois cette vidéo a été regardée. Vous mettez ça dans les commentaires. Combien de fois vous pensez que cette vidéo de ce groupe, du groupe d'investigation d'Alexei Navalny a été regardée? Et donc, mettez vos chiffres comme ça dans les commentaires. On va regarder. Vous êtes là? Bon, 1 million de fois, ouais, 1 million, pas mal. Un autre chiffre? 100 millions, pas mal. Un autre chiffre? 2 millions, oui, pas mal. Bon, maintenant, je vais vous montrer le nombre de fois que ça a été regardé. Regardez ici, ça a été regardé 119 millions de fois. 119 millions de fois. Et ça, c'est uniquement la vidéo 119 millions de fois. C'est la vidéo réalisée en russe, en fait, la vidéo originale. Si vous allez sur Internet, vous allez voir que, par exemple, comme je le disais, Mediapart a aussi sous-titré la vidéo en français. Et ça a été aussi regardé beaucoup. Et donc, d'autres médias ont repris ça. Et donc, uniquement la vidéo originale a été regardée 100 millions de fois. Imaginez, en fait, l'impact que cette investigation a eu. Alors, comme je vous ai dit, il y a des gens qui s'y mettent parce que le contenu en termes d'investigation est aujourd'hui demandé, est aujourd'hui attendu, est aujourd'hui prisé partout. Les citoyens s'y mettent, des ONG s'y mettent, des influenceurs s'y mettent. Alors, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Il ne reste que vous, en fait. Enfin, pour ceux qui ne sont pas encore, qu'est-ce que vous attendez pour vous y mettre? Vous êtes attendus, les journalistes, vous avez les techniques, nous avons les techniques, nous avons les opportunités, nous avons, en tout cas, beaucoup de choses, tout pour réaliser, pour mener des enquêtes. Si, en tout cas, vous avez des doutes sur l'avenir du journalisme, moi, je dis souvent aux gens que même si le journalisme va disparaître un jour, je ne sais pas, en tout cas, l'une des dernières choses à disparaître, ce sera l'enquête. L'une des premières choses à disparaître, et qui est en train de disparaître d'ailleurs, c'est le compte rendu, c'est le ministre, tel ministre a dit, tel premier ministre a dit dans un atelier, voilà, telle chose s'est passée ici. Parce que le temps que vous ne dites ça, le temps que vous ne dites qu'il y a eu un accident ici, le temps que vous mettez ça dans le journal, que ça sorte le lendemain, c'est déjà répandu sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, l'une des choses, en tout cas, l'avenir du journalisme, si vous faites du journalisme, si vous voulez faire du journalisme, vous êtes étudiant en journalisme, l'une des choses, l'un des secteurs qui aujourd'hui offre beaucoup de moyens, beaucoup de potentialités parce qu'il y a des opportunités, comme je vous l'ai dit, techniques, technologies, financières, des opportunités financières et voilà, en termes de collaboration, d'appui. L'une des choses aujourd'hui et qui est très demandée, c'est l'investigation. Et donc, je vous invite en tout cas à vous y mettre. Et donc, si vous voulez qu'on reste en contact, voici, ça c'est notre site en français, c'est IGN en français. Sur notre site en français, nous publions des ressources, des retours d'expérience des journalistes d'investigation. Ici, vous allez trouver des tonnes de ressources là-bas. Écrivez-moi si vous avez n'importe quelle question, écrivez-moi sur mon email ou suivez-moi sur Twitter, moi ou le GIGN en Afrique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi. Je suis prêt à tout moment. Et si vous avez n'importe quelle question, vous avez besoin d'aide, je suis là pour aider. Et donc, c'est sur ça que je vais maintenant laisser la parole à Kossi pour qu'on ouvre les discussions. Si vous avez des questions, des contributions à faire, ce sera avec plaisir que nous allons échanger. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir suivi. À tout à l'heure. Merci beaucoup, cher confrère Maxime, pour cette formidable session. Nous avons bien évidemment des questions des participants qui nous ont suivis. Une question que je lis assez rapidement. Quelle est la différence entre un fact-checker et un journaliste d'investigation? Voilà, le fact-checker, fact-check, bon, en fait, vérifie les discours dans le public, les discours des hommes publics. Voilà, le ministre a dit, voilà, nous avons réduit la pauvreté de 50% en un an, par exemple, dans notre pays.
Donc, le fact-checker va y aller, va vérifier si le chiffre que le ministre a avancé, est-ce que ce chiffre, par exemple, est exact. Moi, je considère ça comme étant une forme d'investigation. Maintenant, l'investigation, ça va au-delà de ça, parce que l'investigation, tu n'attends pas forcément d'avoir un discours public pour le faire, ou bien, par exemple, cette information peut vous donner une idée d'investigation, si vous posez des questions là-dessus. Alors, quelles ressources, comment est-ce que ça a été fait, par exemple, quelles ressources ont été déployées, ainsi de suite, où est-ce que les ressources ont été mises, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, le fact-checking, ça vérifie en fait la fiabilité du discours public. L'investigation couvre ça, mais va aussi au-delà de ça. Et donc, l'investigation a essentiellement pour objectif de révéler des choses qui ne sont pas encore, comme je l'avais dit, qui sont originales, qui ne sont pas encore connues du public. Durant cette crise sanitaire, as-tu été séduit par un travail d'investigation réalisé par un journaliste sur la pandémie? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a une petite histoire venue de la Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup séduit. C'est une jeune journaliste ivoirienne qui cherchait des informations sur... Vous savez, depuis la pandémie, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des appuis pour des couches sociales, parce qu'il y a eu justement les restrictions qui empêchaient beaucoup de personnes de mener des activités économiques. Et donc, il y a eu des appuis qui ont été mis en place, y compris en Côte d'Ivoire. Et il y a une journaliste en Côte d'Ivoire qui a voulu vérifier comment ça a été utilisé, comment ce fonds a été utilisé, par exemple. Et quand elle a pris contact avec l'agence qui travaille sur, qui gère en fait ce fonds, l'agence ne lui a pas donné des retours. Il a fait des relances, elle n'a pas eu de retour. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie. Elle a sollicité en fait un mécanisme qui existe en Côte d'Ivoire qui permet en fait si par exemple, voilà justement, j'ai pas le nom en tête, mais c'est un mécanisme qui permet aux journalistes en fait d'avoir accès à des informations publiques. Et donc, si vous rencontrez des difficultés, vous les sollicitez, ils vont vous lancer l'agent. Donc, elle a fait ça, elle a sollicité ce mécanisme qui aussi a sollicité l'agence. Après, voilà, l'agence a dit oui, nous sommes disponibles pour vous répondre. Maintenant, est-ce que vous pouvez renvoyer un autre courrier? Et donc, c'était un long parcours. J'ai été impressionné par sa patience, par sa détermination à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est l'un des sujets qui m'a impressionné durant cette pandémie. Et donc, ça montre en fait la patience, la détermination que doivent avoir les journalistes d'investigation. Une autre question d'une participante. L'investigation doit-elle dépendre de documents? Qu'est-ce qui fait la crédibilité de l'enquête? Oui, la crédibilité de l'enquête, c'est la crédibilité des informations que vous révélez, par exemple. Donc, ce que vous dites, est-ce que c'est vrai? Si, par exemple, vous dites qu'il y a, je ne sais pas, qu'une personne, par exemple, a détourné de l'argent, il faut que vous prouviez. Il faut que, si c'est des documents qui le prouvent, il faut que vous apportez ces documents. En tout cas, il faut que ce que vous dites soit prouvé au-delà de tout doute. Enfin, donc, voilà, donc ce que vous avancez, il faut que ce soit soutenu par des preuves, donc, des preuves documentaires. Voilà. Si par exemple vous dites que quelqu'un a avancé qu'il a construit, il a investi de l'argent à construire un hôtel public quelque part et que vous allez là-bas, vous accédez à ce site et vous découvrez que voilà, l'hôtel n'a pas été construit, et vous prenez ça en photo, c'est une preuve. Et donc, il faut que les informations que vous avancez soient basées sur des faits que vous avez réussi à prouver. Maintenant, c'est dangereux lorsque vous avancez des choses qui ne sont pas prouvées, parce que là, vous prenez des risques. Il faut que tout ce que vous avancez dans votre enquête puisse être prouvé. Il faut que, je répète, tout ce que vous allez écrire dans votre enquête puisse être prouvé. Je veux partager rapidement une expérience. J'ai fait une enquête et dans cette enquête, j'ai mis le nom. En fait, j'ai trouvé un document qui parlait des membres du conseil d'administration d'une entreprise. Et j'ai vu un nom et un prénom qui correspondent au nom et prénom du ministre des Mines. L'entreprise, c'est une entreprise minière. Et donc, le nom et le prénom correspondent au nom et au prénom du ministre des Mines. Et donc, j'ai vite fait de conclure que c'est le ministre des Mines. Et donc, dans mon enquête, j'ai écrit que c'est le ministre des Mines. Après, quand l'enquête est sortie,
Il m'a appelé pour dire non, c'est pas lui. Et après, il a dit à d'autres personnes que c'est son frère, en fait. Il se fait qu'ils ont le même... Pardon? Il a été publié? Oui, l'enquête a été publiée. Et j'ai mis que c'est le ministre des Mines. Mais il se fait que lui et son frère, ils ont le même nom, bien sûr. Ils ont un prénom en commun. Et donc, mais enfin, il a dit que ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui. Et donc, bon, bien sûr, moi, je n'ai pas fait le travail, si je prends pour vérifier si c'était lui ou pas avant l'enquête. Donc, ça a été l'une des faiblesses de mon enquête. Et donc, comme ça prenait des proportions, bon, il m'a appelé pour qu'on puisse rectifier que ce n'est pas lui, en fait. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut que tout ce que vous mettiez dans votre enquête, si vous dites que telle personne est le cousin de tel, même si tout ce que vous avez révélé, c'est important, vous avez révélé de grandes choses, vous dites que telle personne est le cousin de tel, mais qui n'est pas son cousin, alors il va se focaliser là-dessus et il va utiliser ça pour discréditer votre enquête, en fait. Il va détourner l'attention des gens sur ce détail en disant que si ce détail n'est pas prouvé, donc tout le reste aussi n'est pas prouvé. Donc, c'est important de vérifier que tout ce que vous avez, tout ce que vous révélez, soit vérifié. Et si vous avez des doutes sur quelque chose, vous l'enlevez ou voilà, vous ne l'utilisez pas. Je pense que la question va dans le même ordre. Comment s'assure-t-on de l'authenticité d'un document quand on imagine les risques d'erreur en cas de faux documents? Oui, bien sûr, ça existe. On peut même vous glisser des faux documents pour juste vous induire en erreur. Et donc, il y a des techniques. J'ai même un lien. On a même un lien sur notre site Internet. Donc, vraiment, je vous encourage à visiter souvent notre site Internet, gign.org en français. On a ces genres de guides qui vous permettent d'identifier les documents. Et donc, les documents papier, les documents audiovisuels, voilà. Donc, c'est important ce risque existe, il est vrai, mais il y a des techniques qui permettent de vérifier des documents. Et aussi, parlant de documents, justement, je voudrais attirer l'attention des gens sur un détail. Lorsque vous recevez des documents des gens que vous voulez l'exploiter dans votre publication ou dans votre diffusion, c'est important de vérifier que le document que vous diffusez ou le document que vous allez exploiter ne mène pas à une source, ne met pas en danger une source. C'est très important de prendre ça, de garder ça à l'esprit. Vous savez, un seul document, il suffit qu'on voit le numéro du document, par exemple. Mettons que c'est une lettre, il suffit qu'on voit le numéro du document pour savoir à qui ce document a été adressé. Il arrive que des personnes, qu'on identifie des documents avec une série de chiffres, c'est-à-dire qu'un nombre avec, j'imagine, 10 chiffres, et sur les 10 chiffres, peut-être le 7e, le 8e peut être différent en fonction des destinataires du document. Ça peut être le même document adressé à plusieurs personnes, mais un chiffre, quelque part, glissé quelque part, peut identifier en fait à qui ce document avait été destiné. Et donc, c'est pour vous dire, pour exploiter les documents, il faut non seulement vérifier l'authenticité du document, mais aussi, il faut veiller à ce que le document que vous allez publier ne comporte pas des indices qui vont mener et compromettre une de vos sources. Nous avons tellement de questions, je ne sais pas si tu l'as réparti, Maxime. Nous qui vivons dans des zones en conflit à l'est de la RDC, comment pouvons-nous nous sécuriser lors de nos investigations? Car aucun reportage ne vaut la vie du journaliste. Ouais. En préparant, justement, je suis tombé aujourd'hui sur cette phrase, aucun reportage ne vaut la vie du journaliste, bien sûr. Il y a des moyens de faire des choses. Il y a des moyens de faire des choses depuis sa chambre. Il y a des moyens de faire des choses. Tout à l'heure, je vous parlais de recherche avancée, par exemple. Qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande d'avoir une connexion, d'avoir un ordinateur portable et de vérifier des choses, par exemple. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire sans vous déplacer. Vous voyez, il y a des gens qui ont mené des investigations en Libye, en Syrie, sans s'être déplacés dans ces pays. Il y a des gens depuis... voilà. Donc il y a des moyens de mener des investigations sans se mettre en danger. Maintenant, il y a aussi des moyens, si vous voulez aller, par exemple, sur le site, aller vérifier des choses,
il y a des guides qui existent aujourd'hui pour mener des investigations dans des zones hostiles, en fait, que ce soit des zones hostiles incluent par exemple des zones de guerre, des zones de pandémie, des zones d'attaque chimique. Et donc, il y a des formations qui existent pour ça. Mais comme je dis aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de ressources. Si vous avez la volonté, vous voulez le faire, vous allez trouver des gens. Écrivez-moi. Si vous ne trouvez pas, écrivez-moi. Je vais vous trouver, je vais mettre en contact avec des personnes qui pourraient vous aider ou des organisations qui pourraient vous aider. Comment avoir des vraies informations alors que vous dites qu'il faut des sources primaires, alors que ces sources font l'objet d'enquêtes? Ne vont-elles pas cacher l'information? C'est la question de M. Morichaud. Ouais, vous savez, parfois, quelqu'un peut être à une position. Comment sortent les informations, les leaks, les fuites de documents? Comment ces documents sortent? Est-ce que vous posez la question? C'est des gens qui sortent ça de l'intérieur, c'est des gens qui ont été en contact avec des choses. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Donc, ça existe partout, croyez-moi, partout. Si aujourd'hui des informations sensibles sortent, regardez, la semaine dernière, il y a eu des investigations sur comment les renseignements français ont été utilisés en Égypte pour exécuter, pour commettre des exécutions sommaires, extrajudiciaires sur des personnes qui n'étaient pas des terroristes. Vous voyez un peu. Et c'est des informations classées secret défense qui sont sorties. Et voilà, donc, et c'est des informations qui sont vraiment à un niveau très élevé, des documents d'un niveau très élevé qui sont sortis, qui ont été confiés à des journalistes. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, le souci de transparence des gens les pousse en fait à vous confier des choses. Et donc, il y a toujours des gens qui vont vous donner, ou bien il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui a accès à quelque chose, qui connaît quelqu'un. Et donc, il y a toujours, voilà, il y a toujours des astuces pour trouver. Mais, comme je le dis, c'est important d'avoir des sources primaires. Maintenant, si vous n'avez pas accès aux sources primaires, il y a toujours des moyens de contourner tout ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas un cas précis, parce qu'à chaque situation, il y aura une solution. Donc, il n'y a pas un cas précis tout à l'heure, sinon on aurait pu réfléchir à comment contourner ça. Mais, comme je dis, il y a toujours des moyens. Mais M. Massim, est-ce que ces sources, parfois, ne peuvent pas nous induire en erreur? Bien sûr, bien sûr. Il y a le risque. C'est pour ça qu'on dit une source, en journalisme, une source unique est une source nulle. Vous n'allez pas vous contenter d'une seule source. Quelqu'un qui veut vous confier un document aussi, il peut vous piéger, hein, il peut vous mettre induit en erreur. Et donc, non seulement une source est une source nulle, mais aussi, par exemple, moi, ou bien, voilà, vous voulez des informations sur un ministre et vous allez vérifier ça auprès du porte-parole du gouvernement et auprès d'un autre ministre. Bon, c'est vrai, vous avez vérifié ça auprès de deux personnes, mais vous n'avez pas diversifié les sources. C'est comme si vous vérifiez auprès de la même personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, pour vérifier, il faut diversifier les sources. Donc, il faut diversifier la nature des sources, en fait. Donc, ce n'est pas forcément le fils de la personne ou bien le cousin de la personne. Il peut aussi vous donner des informations, mais il faut chercher à diversifier les sources. Et à vérifier les informations, bien sûr, que les sources vous donnent. Que faire pour garantir sa sécurité pendant les recherches en journalisme d'investigation? Comment contourner le défi de l'accès aux sources? La question des sources. Oui, la question des sources, c'est tellement important. La source est tellement importante en journal d'investigation. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas de journal d'investigation. Parce que vous n'êtes pas partout, quoi. Vous n'avez pas le temps d'ubiquité. Donc, il faut que vous comptiez sur les gens qui étaient là, les gens qui ont accès à tel document, les gens qui savent quelque chose, les gens qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, ainsi de suite. Donc, c'est important. C'est de la persévérance. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de cette jeune journaliste ivoirienne qui a persévéré, a été patiente, a bousculé les choses jusqu'au bout et a obtenu son information. Et donc, c'est ça, c'est la persévérance, c'est l'entêtement, en fait. Voilà, il faut être entêté. Un journal d'investigation est entêté aussi. Il demande comme ça, on ne le donne pas, il repose la question autrement. Il contourne, il pose la question à un autre. Il va voir, si par exemple, on parle d'une information, je suppose on parle d'exportation, en fait, de quelque chose, d'importation dans votre pays d'une matière. Vous cherchez l'information dans votre pays, vous ne trouvez pas. Vous pouvez aller chercher dans le pays
exportateur vers votre pays. Il se pourrait que dans ce pays, les choses soient plus ouvertes, en fait. Et donc il faut creuser, il faut contourner, il faut être innovant, en fait, dans la réflexion des choses, en fait. C'est ça. C'est un peu comme l'eau, quoi. On vous bloque ici, vous contournez, on vous bloque là-bas, vous contournez. Et partager, échanger. Il faut lire, en fait, les retours d'expérience des autres journalistes. Ça va vraiment vous inspirer. Il faut lire les journalistes, comment ils font. Sur notre site, on publie souvent les retours d'expérience, les making of, les coulisses, en fait, des investigations. Si vous lisez les coulisses d'investigation, vous allez vraiment découvrir vraiment des histoires incroyables de comment les gens ils ont fait face à ces genres de défis. C'est important de travailler avec des sources, mais si on vous bloque ici, il y a toujours un moyen de contourner tout ça. Une question. Vous avez démontré qu'on doit se fier moins aux sources officielles. Mais dans ce cas, quelle serait l'attitude à prendre par le journaliste, connaissant que dans nos pays africains, les officiels se prévalent du monopole de la vérité? Oui, bien sûr. C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui les challengent. C'est pour ça qu'ils se prévalent du monopole de la vérité. Si, par exemple, vous défiez une personne qui a menti, la prochaine fois, avant de mentir, faites attention. Moi, un peu ce que je veux dire. J'aime bien, moi, je suis régulièrement, je m'amuse à lire les articles d'Africa Tchèque qui essaient de challenger les autorités publiques, surtout au Sénégal, par exemple. Et donc, dans ces conditions, s'ils savent que ce qu'ils vont dire ne va pas être repris comme parole d'évangile, avant de parler, ils vont réfléchir deux fois. S'ils savent qu'il y a des journalistes qui vont faire ce travail, ils vont réfléchir deux fois. Et donc, je ne dis pas que c'est tout ce que les officiels disent, que c'est forcément faux, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut douter, il faut douter, il faut douter encore. Et donc, ils ne disent pas forcément des mensonges. Parfois, ils disent des demi-mensonges, des demi-vérités. Parfois, ils vous disent, voilà, on a augmenté, vous avance des chiffres. Et ça aussi, c'est un bon moyen de mentir, en fait. Vous savez, on peut faire de tout. On peut faire tout dire à des chiffres. On va dire, oui, voilà, on a fait ceci, on a aidé 10 000 personnes. Voilà, 10 000 personnes, ça représente quel pourcentage, en fait? Voilà, est-ce que c'est ce qui était prévu initialement par le fonds qui a été déboursé? Donc, voilà, donc, c'est ce genre de réflexion, des réflexes qu'il faut avoir. Ils ne mentent pas forcément, mais parfois, oui, ils peuvent mentir. Ils peuvent faire du n'importe quoi des chiffres. Ils peuvent dire des demi-vérités. Et donc, il faut prendre ça avec des pincettes et aller checker, vérifier. Et si, par exemple, c'est des informations qui sont liées à comme abondamment dans nos pays, il y a des sources de financement qui sont autres que nos pays, par exemple. C'est des institutions qui financent nos pays, ont souvent la Banque mondiale, le FMI, tout ça. Ces institutions ont souvent des informations, des données plus exactes et auprès desquelles vous pouvez vérifier des choses. Et donc, voilà, il y a des moyens de vérifier tout ça. Ou aller auprès des gens. Il y a des gens, par exemple, vous allez chez eux au bureau, bien sûr, il va vous parler avec réserve. Maintenant, si vous allez le voir après, dans le couloir, je ne sais pas, marche d'une soirée, à la fin de la prière à la mosquée, ou à la fin de la prière à l'église, si vous allez le voir dans un autre cadre où ils se sont plus à l'aise, bon, peut-être qu'il sera plus à l'aise à vous dire des choses qu'il ne vous dirait pas au bureau, par exemple. Vous voyez un peu, à vous dire des choses qu'il ne dirait pas officiellement. Merci. Nous avons encore 3 questions. Allons-y. Tu les prends ou on arrête? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut les prendre. D'accord. Quelle est la taille d'un article d'investigation en termes de pages, par exemple? Nous avons sur les agressions des femmes journalistes en RDC, mais des gens nous disent qu'on écrit trop long. Bon, ça rejoint ce que j'avais dit. En fait, lorsque le test est long, mais n'est pas, et que vous commencez par exemple le test avec des définitions. Moi, je lis chaque jour, je me plais à lire des investigations. Malheureusement, il y a beaucoup de tests qui ne donnent pas envie de les lire. Moi-même, avec toute la patience que j'ai, parfois je lis un paragraphe, 2 paragraphes, parfois 3, et puis je n'ai plus envie de lire le reste parce que c'est tellement long. Mais voilà, l'information n'est pas, on ne voit pas de quoi on parle en fait. On commence avec des définitions, des recherches philosophiques, des chiffres qui ne disent rien, ainsi de suite. C'est tellement dommage. C'est-à-dire que vous avez perdu du temps pour trouver des choses, mais après vous ne les rendez pas bien en fait. C'est comme si vous avez de l'or, vous l'exposez, mais vous mettez, je ne sais pas quoi, de la paille devant, vous ajoutez, je ne sais pas quoi. Donc, c'est tellement dommage. Donc, il faut lire ce que les autres font, comment les gens y rendent les choses. Un article d'investigation, même si c'est un paragraphe que vous avez écrit, et que ce paragraphe, par exemple,
contient des informations vérifiées. Et c'est déjà, moi, je préfère encore ce paragraphe-là que de noyer ce paragraphe dans un texte de 2 pages, 3 pages. Il n'y a pas, à mon avis, de taille idéale. C'est en fonction des informations que vous avez, quoi. Si vous avez des informations d'un paragraphe, écrivez un paragraphe, mais écrivez bien, voyez un peu, écrivez-le bien, prenez du plaisir à écrire ça, à communiquer en fait avec votre donc n'étouffez pas ça avec des chiffres compliqués, ainsi de suite. Moi, par exemple, je vois des investigations quand les gens ils commencent, ils mettent des chiffres, beaucoup de chiffres, et ils mettent des choses compliquées qu'ils ne comprennent pas. Quand je suis rédacteur en chef, par exemple, d'un journal, il m'arrive de taquiner les reporters quand ils reviennent, et quand je lis le reportage, que je vois des choses, des concepts, parfois que je suis sûr qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, je les taquine, je leur pose la question. Ça veut dire quoi cette phrase? Il va dire, tu sais, moi-même, je ne comprends pas vraiment. Je dis, oui, tu ne comprends pas, mais tu veux que les gens comprennent. Pourquoi tu ne comprends pas que tu veux que les gens comprennent? Et donc, il y a des choses, donc il faut essayer de virer tout ce que vous ne comprenez pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre et mettez ça dans la façon la plus compréhensible possible. Et commencez tout de suite avec le thé. Surtout aujourd'hui, sur Internet, les gens n'ont pas la patience. Il y a tellement de sources de distraction. Il y a TikTok, il y a Facebook Live, il y a plein de choses. Il y a WhatsApp, il y a plein de choses aujourd'hui. Et donc, si vous ne donnez pas envie à la personne de lire, dès le premier paragraphe, vous perdez la personne. Vous perdez la personne. C'est pour ça que vous allez voir sur Internet, même sur les vidéos, les gens, ils prennent l'extrait le plus intéressant de la vidéo, ils mettent ça dès le début de la vidéo, et après, la personne, quand vous aurez regardé ça, ça va vous captiver, et après, la personne va se mettre à vous raconter l'histoire, tranquillement. Aujourd'hui, nous avons l'obligation, plus que jamais, de vendre la chose. Et donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de ressources de guide sur comment rédiger vos enquêtes, des fruits de vos enquêtes pour que ça captive les gens, voilà, je suis disponible. Mais encore une fois, c'est tellement dommage, ça me fait vraiment pitié de voir des gens passer du temps à travailler, mais après que personne ne dit quoi. Quelles sont les règles éthiques pour mener à bon port son enquête? Allez, il faut être honnête. Il faut être honnête, il faut être transparent. Bon, je pense que c'est les mêmes règles que le journalisme. Voilà, il faut être honnête, il faut être transparent. Il faut que ce que tu dis soit vrai, comme je l'avais déjà dit. Il ne faut pas faire passer quelque chose pour ce qu'elle n'est pas, en fait. Et voilà, il faut... Je pense que c'est ça, c'est les mêmes règles éthiques que le journalisme normal, en fait. Je dirais. Merci. La question de Mauricio. Est-ce que les journalistes qui reçoivent de l'argent pour une enquête seront-ils indépendants? Ah oui, c'est ça, grande question. Alors, ça dépend de... je sais qu'il y a beaucoup d'organisations, de fondations qui financent des enquêtes. Qui financent des enquêtes. En général, ce n'est pas des enquêtes sur elles-mêmes, mais ça veut dire que si vous voulez financer, si vous voulez investiguer sur ces enquêtes, sur ces organisations, vous pouvez trouver des moyens ailleurs. Mais maintenant, ça dépend du contrat qui vous lie à ces organisations. Donc, je pense que le plus basique, en tout cas fondamental à exiger, c'est que le financement ne vous lie en rien du tout. Et vous ne recevez aucun ordre, par exemple, éditorial, quoi que ce soit de cette organisation. Et pas de compte éditorial à cette organisation. Et donc, je pense que c'est le plus important, en fait. C'est un peu comme si, par exemple, ceux qui achètent les journaux, par exemple, ou bien ceux qui paient, ceux qui envoient des publicités dans les médias, par exemple, ils ne sont pas censés vous dicter ce sur quoi vous devrez enquêter, en fait. Et ils ne sont pas censés vous dire non, n'enquêtez pas ceci, n'enquêtez pas sur cela. Et donc, moi, je pense que oui, c'est possible d'être indépendant, c'est un état d'esprit, et ça dépend du rapport que vous entretenez avec ça. Il ne faut pas être complexé de dire non, je ne vais pas. Donc, si l'argent vous soumet à des principes qui compromettent votre indépendance, bien sûr, vous êtes en droit de dire non. Totalement. On peut bien être indépendant en recevant des subventions qui vous permettent de faire votre travail de façon indépendante. Est-ce qu'on peut utiliser des infographies pour mieux éditer l'article? Bien sûr, je crie un gros bien sûr dessus. Bien sûr, il y a des infographies, il y a plein, comme j'ai dit, il y a une myriade de moyens pour illustrer votre article. Il y a par exemple, il y a un site qu'on appelle Inkifada, qui est un média indépendant en Tunisie,
l'un des tout premiers qui fait un travail formidable dans le monde arabe, qui utilise eux-mêmes, ils ont leur sorte de graphisme, propre graphisme qu'ils utilisent pour illustrer leur article. Bien sûr, on peut utiliser des infographies pour illustrer. Et en plus, vous allez voir, il y a des enquêtes, par exemple, je vous ai cité une enquête de l'équipe d'investigation visuelle de New York Times qui a révélé comment l'équipe l'équipe saoudienne qui est partie tuer Jamal Khashoggi en Turquie, d'où ils sont partis, comment ils sont arrivés en Turquie, ainsi de suite. Ils ont utilisé des informations, mais il leur arrive, par exemple, de mener des investigations sur des scènes de crime. Par exemple, il y a la police qui est partie tuer, qui est partie tuer quelqu'un chez lui. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de données disponibles, mais ils ont mené des enquêtes sur ça, par exemple, en utilisant des graphiques, en utilisant des simulations. Voilà, donc il y a aujourd'hui plein de moyens pour illustrer une enquête, ouais, bien sûr. Maxime, c'est l'avant-dernière question. Oui, il n'y a pas de souci. Un journaliste burkinabé pose la question de savoir si, par exemple, un journaliste mène une investigation et qu'après son travail n'a pas eu d'impact. Est-ce qu'il peut s'en prendre, par exemple, aux incriminés, aux présumés, aux autorités qui n'ont pas agi? Est-ce que c'est une bonne démarche? Oui. Bon, je ne dis pas oui à la question, mais c'est important la question d'impact, en fait, en journaliste d'investigation, parce que si vous tuez et que voilà, finalement, ce que vous révélez, ça n'a pas d'impact, un impact quelconque, ça ne vous encourage pas à la prochaine enquête, en fait. Donc, c'est important l'impact. Mais le problème, c'est que parfois, on ne réfléchit pas assez en amont, en fait, à comment garantir cet impact. En fait, on se contente de publier comme ça et puis alors, on croise les bras et on espère qu'il y aura de l'impact. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? Parfois, il y a besoin, par exemple, d'annoncer son enquête, de faire du teasing un peu. Tout à l'heure, on a parlé de Anas. Au Ghana, par exemple, quand Anas annonce une vidéo, il fait des panneaux en ville, partout où vous circulez en ville, il fait des affiches sur les panneaux 4x4, 4x3 ou des grands panneaux, en fait des panneaux géants, donc vous circulez dans la ville d'Accra, vous avez des panneaux de Anas qui dit, bon voilà, j'ai une autre investigation à vous annoncer, telle date, ainsi de suite, il met le titre de son investigation. Et donc, ça alimente en fait déjà le débat au sein de l'opinion avant même la diffusion de l'enquête. Vous voyez un peu, il suscite l'intérêt autour de la chose. Mais comment s'en prendre, par exemple, Maxime, si je n'ai pas les moyens d'acheter des affiches publicitaires? Bien sûr, je vais y revenir. Il y a des vidéos, c'est simple. Il y a des courtes vidéos que vous pouvez faire aujourd'hui, vidéo d'1 minute, pour annoncer que les gens vont circuler sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu le même canal sur lequel vous voulez annoncer votre enquête. Vous pouvez utiliser ce même canal pour annoncer. Enfin, le canal que vous allez utiliser pour publier votre enquête, vous pouvez utiliser ce canal pour annoncer votre enquête. Mais il y a aujourd'hui des petites vidéos, il y a des affiches que vous pouvez faire, des petites affiches que les gens peuvent circuler avec un message d'accroche sur ça. Vous voyez un peu, donc vous suscitez déjà l'intérêt autour de la chose. Maintenant, après, il faut trouver un moyen pour parler de votre enquête. C'est-à-dire que si vous sortez votre enquête, il faut qu'en amont, par exemple, que vous ayez, par exemple, parlé avec des médias qui ont, d'autres médias ou des médias partenaires qui accepteraient, par exemple, vous recevoir pour que vous puissiez détailler, en fait, l'enquête, la méthodologie, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, vous voyez un peu, il y a, par exemple, des articles de suivi de votre enquête. Vous voyez un peu, vous pouvez décider, au lieu de faire un seul article, vous pouvez décider de faire ça de façon progressive. C'est-à-dire que vous publiez des informations et puis après, vous venez en rajouter d'autres. Donc, c'est toute une stratégie à laquelle il faut réfléchir en amont. Encore une fois, excusez-moi d'être de trop parler de notre site Internet, mais là aussi, sur notre site Internet, vous avez un article en français qui relaie en fait, qui relate l'expérience des médias, comment des médias d'investigation travaillent pour avoir plus d'impact. En fait, pour que votre histoire ne disparaisse pas au bout d'une heure ou bien au bout d'une journée. Vous voyez un peu. Maxime, après cette formation, j'ai envie de prendre ma caméra, mon smartphone, mon ordinateur, mon sac et sortir en ville, réaliser une investigation, mener une enquête.
Quels sont les sujets que je peux aborder? Oui, il faut regarder le journal le soir, ce soir, à 20h, et poser des questions. Pourquoi lui? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il est dit maintenant? Pourquoi tel montant? Et lisez les journaux. Et posez-vous des questions. Doutez. Et vous allez trouver des idées. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, je suis sûr qu'il y a tellement de choses. Écoutez les gens, les nominations, allez regarder les nominations qu'on annonce, les communiqués. Par exemple, chaque fois que j'écoute les communiqués des conseils des ministres, il y a plein de choses sur lesquelles je me pose des questions. Mais bon, qui le fait? Personne ne le fait. Tout le monde se contente de relayer, oui, le conseil des ministres a dit si. Qui sont ces personnes? On a nommé telle personne à tel poste. Qui sont ces personnes? On a signé tel contrat avec telle personne. Quelle est cette entreprise? Qui est derrière l'entreprise? Vous voyez un peu. Pourquoi cette entreprise? Pourquoi pas une autre entreprise? Et vous voyez, dans votre rue, par exemple, on a annoncé des chantiers, les panneaux qui parlent des chantiers, par exemple. Le panneau indique que le chantier doit durer 18 mois. Alors, le chantier est là depuis 3 ans. Pourquoi? Donc, allez parler aux gens. Donc, il y a tellement de choses qui nous entourent. Des idées, vous les aurez à l'appel, dans la rue, sur les médias, un peu partout. Vous voyez un peu. Quelqu'un se fâche, il parle un peu, et puis voilà, il lâche quelques bribes d'informations. Donc, il y en a un peu partout. Aussi, j'ai vu passer une question sur la santé mentale, je pense, des journalistes d'investigation. Je voudrais faire un commentaire là-dessus parce que c'est important. On néglige beaucoup la question de la santé mentale des journalistes en Afrique et surtout les journalistes d'investigation. J'ai eu la chance de travailler pour un média international, des médias internationaux qui prennent ça très, très au sérieux, la santé mentale. Je travaille à la BBC où la question de la santé mentale est prise au sérieux. Il y a toute une équipe qui est là, dédiée 24/24 à la santé mentale des journalistes. Vous avez un souci, parfois même un souci extra-professionnel, hein, même si ce n'est pas un souci qui est lié forcément à votre travail, mais qui vous crée des soucis mentaux, on prend ça au sérieux. Alors, malheureusement, beaucoup de rédactions ne prennent pas ça au sérieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes mentaux. J'ai des amis qui en souffrent actuellement. J'ai des gens qui ont travaillé sur des sujets sensibles et qui en souffrent actuellement. Il y a une organisation qu'on appelle DART Center, qui est une organisation qui est spécialisée sur les questions de santé mentale des journalistes. Et surtout, sur la question de santé mentale des journalistes qui travaillent sur des sujets sensibles et sur la question de comment travailler avec des personnes qui souffrent de santé mentale, des personnes qui ont été traumatisées en fait. Et donc, ils ont sur leur site plein de ressources qui parlent de ça. Et nous avons aussi justement sur GGN, sur notre site, des ressources qui parlent de la santé mentale des journalistes. Et le journal d'investigation c'est une forme de journalisme qui soumet à de fortes pressions et vous met en contact avec des choses très, très sensibles. Vous regardez parfois des scènes horribles, des gens qui ont été violés, des scènes horribles. C'est important de prendre conscience de ça. Et c'est important, par exemple, quand vous sentez un début de trouble, un début de malaise, c'est important de chercher de l'aide. C'est vraiment important de chercher de l'aide. Et encore une fois, si vous avez vous-même, vous connaissez un collègue, parfois, la personne même n'a pas envie de demander de l'aide. Parfois, on se croit très puissant, on se croit des surhommes. Mais non, on n'est pas des surhommes. On est des hommes comme tous les autres. On est sensible, on a nos vulnérabilités. Et parfois, on n'a pas envie de chercher de l'aide. Et parfois, il faut que quelqu'un d'autre nous aide. Il faut qu'un autre collègue nous aide. Donc, si vous connaissez des journalistes qui ont des problèmes, qui souffrent de problèmes mentaux, que ce soit sur des questions d'investigation, bien des journalistes, tout simplement, qui font le travail quotidien, et vous pouvez nous alerter. Nous allons voir comment les mettre en contact avec des organisations comme CPJ, comme DAT Fondation, comme d'autres. Comme nous autres, nous aussi, nous accompagnons. En fait, nous mettons en contact avec des personnes indiquées, donc contactez-nous pour ça. Donc, c'est important, la question. Je voulais faire un commentaire sur cet aspect des choses. Merci. Merci beaucoup, cher confrère Maxime, pour le temps passé. Ça a été tellement intéressant et très utile.
J'ai tellement envie d'avoir l'avis de nos participants, de savoir si cette formation est intéressante pour eux et utile pour eux, si le timing a été suffisant, s'ils ont des besoins particuliers sur des thématiques, n'hésitez pas à nous écrire. Le forum organisera bien sûr des formations qui vous aident à avancer dans votre travail. Mais si vous voulez encore que nous puissions organiser une autre section, toujours sur le journalisme d'investigation, n'hésitez pas, c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé tout de suite un lien qui nous permet de savoir si vous avez d'autres préoccupations. Donc, je vous prie de bien vouloir prendre quelques secondes pour remplir le court formulaire qui nous renseigne sur vos besoins et qui nous aide à améliorer nos prochaines offres. Et pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore rejoint le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, c'est une invitation à rejoindre cette formidable et belle communauté de journalistes francophones. Merci encore, cher confrère Massim, pour le temps passé. Merci à vous, chers participants, d'avoir eu part ou pris part à cette formation. J'espère qu'elle vous servira et qu'après, voilà, nous aurons assez de journalistes d'investigation dans nos pays francophones. Pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous discuterons de comment restaurer la confiance du public, comment les médias peuvent regagner, comment le public peut regagner, les médias peuvent regagner la confiance du public, puisqu'il y a une crise de confiance à l'égard des journalistes et des médias, mais comment restaurer cette confiance, comment aider le public à avoir confiance aux médias, à leur accorder du mérite et aussi du respect. Alors, sur ce, je vous dis bonsoir, bonne fin d'après-midi, au revoir et à la prochaine. Merci encore, Maxime. Au revoir à tout le monde, à la prochaine.